Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour le 3e épisode de ma conversation avec Patrice de Montcamp, historien et économiste, sur les passages couverts parisiens, passages couverts à propos desquels il a écrit plus d'un livre, de beaux livres illustrés de différents formats d'ailleurs. Il y a le beau livre, il y a il y a le Coffee petit beau Table livre, Book, si je peux dire, et puis vraiment. il y a le... Et puis il y a le guide, voilà, et puis voilà, et puis il y a promenade littéraire où c'est les passages, mais uniquement les écrivains, etc. Et tout. Alors, c'est précisément vers ce dernier volume, les promenades littéraires, que je voudrais vous conduire pour conclure notre conversation. Je disais, quand on s'est séparés la dernière fois, que nous n'avions pas mentionné le passage Jouffroy, qui est pourtant un long passage, un passage qui est parallèle à la galerie Vivienne, qui part de la rue des Petits Champs, qui est parallèle à l'avenue de l'Opéra, c'est-à-dire à davantage de gens, pour arriver à peu près au métro 4 septembre, enfin à la rue du 4 septembre, la rue Saint-Augustin en l'occurrence. Et ce passage Jouffroy, d'abord, pourquoi n'en avez-vous pas parlé? Ensuite, qu'est-ce que vous avez à en dire? Et enfin, pourquoi est-il un bon exemple, un bon point de départ pour une conversation sur les parcours littéraires des passages? Alors, non, j'aime beaucoup. C'est un passage, j'ai rien contre. J'avais l'habitude, d'ailleurs, il y avait un commerçant formidable qui est parti malheureusement il y a 4-5 ans. C'était les frères Segas qui vendaient des cannes. C'est des plus gros spécialistes de cannes au monde. Ils vendaient leurs cannes et les cannes, c'était un bijou. Je passais des journées, ils faisaient une bouffe au premier étage, on se marrait. Et alors, vous avez des cannes qui cachent tout. La canne de l'alcoolique, la canne du client des prostituées. Alors, il y a les jetons qui sont dedans, la canne du pain. J'ai amené Bernard Buffet, qui était un copain, et je l'ai amené. Il est reparti avec une canne d'aquarelliste. Il y avait le petit chevalet, ça ressort. Bon, c'était formidable. Bon, enfin voilà. Bon, là, il n'y avait pas de littérature sur les frères Segas, malheureusement. Alors, oui, le 19e siècle. Pardon, on n'a pas dit que le passage Choiseul, c'est le passage de Céline. Oui. C'est là où la famille de Céline vivait et qu'il décrit avec sévérité. Pas sa famille, mais surtout le passage. Oui, formidable. J'ai une anecdote. Donc, en effet, alors Choiseul est dominé complètement, au point de vue littéraire, par Céline, dans Mort à crédit en particulier, où il décrit en détail ce passage, cette horreur de passage, le passage des Bérézinas. Et il décrit sa chambre, l'escalier qu'il faut monter en colimaçon avec sa mère boiteuse dedans, son père qui monte dans sa chambre et harangue l'océan au-dessus de la verrière du passage. Enfin, quand on aime Céline, le petit chien horrible qui se balade, la mère Méon, le syndrome de la mère Méon. La mère Méon, c'est la voisine d'en face. Évidemment, dans les passages, on vit de façon quasi claustrophobique. On a les voisins au-dessus, en face, en permanence. Or, le père de Céline raconte les voyages au long cours qu'il n'a jamais fait. Il raconte l'exposition universelle où il n'a jamais été. Et il monte, en racontant ça, il monte d'un étage à l'autre et tout. Et Madame Méon, la voisine en face, qu'il déteste et tout, monte aussi en même temps. Il voit bien qu'elle le regarde, etc. Enfin bon, toute l'ambiance, mais l'ambiance des passages de Céline, j'ai souvent vu des gens qui disaient oui, mais il exagère et tout. C'est pas vrai. Moi, j'ai à Véro Doda, un passage vraiment c'est un des plus charmants, je trouve vraiment. Mais il y a au centre de la galerie, il y avait un restaurant. Il y a toujours un restaurant, d'ailleurs. Et il avait le droit à une largeur de table devant sa façade. Il avait, toutes les semaines, les flics qui venaient, parce que le type d'en face voyait que ça dépassait de 10 centimètres. Voilà. Et donc, il y a cette vie dans les passages qui est absolument... ils sont les uns sur les autres. Oui. Et en fait, ils n'ont pas grand-chose à faire.
Oh, ils ne sont séparés que par la largeur du oui, passage lui-même. exactement. Et donc, ils sont presque à touche-touche. Enfin, Ah bah complètement. C'est la phrase, je me rappelle plus les termes exacts de Céline, c'est on s'épie aimablement et de façon assassine, quoi. Voilà. Je me rappelle plus la phrase, mais elle est formidable, évidemment, comme il sait faire. Alors, les passages au 19e siècle ont énormément influencé, évidemment, Céline, c'est pas le 19e, mais avant Céline, ont énormément influencé la littérature, parce que c'était le lieu où il se passait un tas de choses en permanence. Alors, Balzac, Zola ont fait. Aragon au XXe. Aragon sur le passage de l'Opéra qui a été détruit, qui était exactement au bout de ce qui est aujourd'hui le boulevard Haussmann. Mais il a été détruit qu'en 1927. C'est-à-dire la fin des travaux d'Haussmann, c'est 1927 en fait. Et dans les Paysans de Paris, Aragon fait une description de ce passage absolument formidable parce que les surréalistes en avaient marre, étaient vidés un peu de partout, avaient quitté Montmartre, voulaient plus aller à Montparnasse et tout. Et ils ont retrouvé ce coin, le passage de l'Opéra. Les pages sont formidables et tout, où ils sont tranquilles, il n'y a personne. Les fauteuils sont, ils vont dans le cinéma, les fauteuils sont crevés et tout, mais on est tranquille, on est tout seul, on peut raconter nos histoires et tout. Et il y a Desnos aussi qui a fait tout un texte là-dessus, en disant que la première fois qu'il a vu les surréalistes, l'équipe des surréalistes auquel il voulait adhérer, c'était dans ce passage, tout pourri, tout truc, tout fermé, obscur, rien du tout. Et évidemment, Aragon critique ce préfet aux ambitions américaines à faire des routes toutes droites dans Paris et tout, et qui va détruire leur passage formidable et tout. C'est quel préfet à l'époque? C'est pas Chiappe, c'est avant Chiappe. Ah oui, à l'époque. Aragon critique Haussmann. Le préfet Haussmann. Ah, c'est le préfet Haussmann, oui, parce que le passage au goût américain, etc. Ça, c'est peut-être pas très Haussmann américain, c'est une idée étrange, mais bon. Oui. C'est cet engouement nouveau, récent pour les passages, l'actuel engouement, qui est récent pour les passages, vous l'avez observé, vous l'avez devancé, et vous l'avez observé à partir de quand et en s'appliquant à quel passage? C'est pas alors, tous les passages qui ont été... C'est exact, c'est très sélectif. Alors maintenant, en effet, il y a des circuits de guides dans les passages. Et il y a vraiment énormément de monde maintenant. Et alors, ce sont essentiellement quand même les passages autour du Palais Royal. Et autour du Palais Royal, c'est Véro-Doda, c'est la Galerie Vivienne, Choiseul et Jouffroy-Verdot. Sur Véro-Doda, je crois qu'il faut, puisque c'est votre préféré, il faut peut-être s'attarder un peu parce que sa mue est terminée. Je crois qu'il n'y a plus 1 mètre carré qui ne soit pas, peut-être, non, même le restaurant a été changé. S'il y a le marchand de guitare, le marchand d'instruments de musique, qui reste là, qui est là depuis au moins 40 ans. Sans doute avant. Mais le passage Véro-Doda complètement transformé. Il y avait une imprimerie, je crois qu'à la place, il y a... C'est Louboutin. Louboutin est en train de bouffer ce passage. Il est en train de le bouffer. Et donc, ça fait que ce passage est passé d'un passage populaire au sens où il y avait tout un tas de boutiques d'utilité quotidienne à un passage de luxe, absolument. Oui, d'ailleurs, maintenant, c'est un passage de destination. Oui. C'est-à-dire, ne vont dans ce passage que les gens qui vont voir Louboutin, qui vont voir un truc, mais c'est plus du tout une fréquentation de passage normale. Alors que, si on s'intéresse à la Galerie Vivienne, par exemple, ça reste un passage de passants, si je puis dire, mais ça n'a pas encore trouvé l'identité de sa rénovation. Ça commence, mais c'est pas encore le cas. Certaines personnes y travaillent actuellement. C'est ce qu'on a cru voir. Il faut dire d'ailleurs que, on l'a pas encore mentionné, mais pour la curiosité de nos auditeurs, que ce passage appartient à l'Académie des Beaux-Arts. Oui, exact. Et comment se fait-il? Comment? Une donation. C'est une donation uniquement. L'Académie était couchée sur un testament. Et donc, elle est propriétaire de plus de la moitié des actions de la société immobilière. Et pendant longtemps, il faut bien dire qu'elle s'en est pas beaucoup, elle s'y est pas beaucoup intéressée. Mais les Parisiens, pendant très longtemps, ne sont pas intéressés à ça. On parlait de
le livre d'Aragon sur les paysans de Paris, à cette époque, on est en 1920, dans les années 1920, ça fait déjà 60 ans que les passages n'intéressent plus personne à Paris. Moi, quand j'ai commencé à écrire sur les passages, donc années 90, de 1900, euh, euh, si je demandais à un taxi, amenez-moi passage Vérodona, il ne savait pas ce que c'était. Et il a fallu aller voir la ville de Paris et dire, mettez au moins des totems ou des choses comme ça pour diriger. Il trouvait ça sans grand intérêt, vraiment. Les passages croupissaient tranquillement dans leur état. Et depuis, comme je disais tout à l'heure, enfin l'autre jour, croupissait depuis le Second Empire, quoi, complètement. Les gares ont tué les verrières des gares ont tué les verrières des passages, et les grands magasins ont tué le commerce des passages. Complètement. Les grands magasins, évidemment, c'était bien plus intéressant que d'aller dans un passage. Il y avait tout, quoi. Oui, sans compter la magnificence du décor. Oui, bien sûr. Et puis l'ampleur, les choses comme ça, bien évidemment. Qui tranchait avec la médiocrité, le délabrement le délabrement des passages, mais ce délabrement est fini, et donc les passages revivent. Alors votre question, c'est ça, c'est depuis quand ils revivent? Alors, moi, sans aucune prétention, je pense que mon bouquin a remis un intérêt sur les passages. La presse tout de suite s'en est pris. Moi, j'étais le premier étonné, quoi. La presse s'est passionnée pour ce truc-là. Les télévisions, les médias, les radios, etc. Tout le monde est venu se dire, oh, qu'est-ce que c'est que cette chose-là et tout. Les ventes ont été fortes. Et quand je dis aujourd'hui que je suis à peu près 500 000 ventes de trucs, ça fait 2 millions de personnes qui ont lu le bouquin. Hein, et donc, et derrière, ça montre un intérêt. Et puis après, il y a le bouche à oreille, genre et tout. Et du coup, au même moment, les passages se sont améliorés aussi. Les commerçants ont fait plus attention. Les gens qui sont venus louer, alors il y a eu quelques figures comme ça quand même qui ont été des locomotives qui ont attiré d'autres. Voilà, en particulier la haute couture. Hein, mais oui, Gauthier, et le premier, c'était le premier, c'est comment, le japonais. Kenzo, c'est le premier. Kenzo, il va à Galerie Vivienne parce que c'est la boutique la moins chère qu'il trouve. Sinon, il n'aurait pas été Galerie Vivienne. Et puis après, il va aller Place des Victoires et tout. Mais voilà. Donc, il y a eu cette espèce de renouveau qui s'est fait quand même assez lentement. Hein. Il faut mettre au moins 10 ans pour commencer à avoir vraiment régulièrement maintenant des gens comme aujourd'hui, quoi. Et moi, je crois vraiment aussi que le phénomène est parti du fait que les Parisiens en ont eu marre d'aller dans les centres commerciaux à l'extérieur de Paris. Ça, j'ai un peu de mal à vous suivre parce que dans les centres commerciaux, on vend des marchandises pour tous les jours, on vend de l'alimentation, on vend des trucs pour la vie de tous les jours, tandis que trouver une épicerie dans une galerie, vous trouverez pas ça, une boucherie dans une galerie, vous trouverez pas ça. Tout à fait d'accord, mais il y en a dans la rue. Oui, il y en a dans la rue. Il y en a de moins en moins en plus. Oui, mais quand même. Par contre, dans les passages, vous avez des livres, vous avez des habits, vous avez des choses comme ça. Et le commerce de bouche ne marche pas du tout. Hein, il y a eu justement dans un passage Jouffroy, il y a eu une des grandes boutiques qui s'est créée de supérette, en fait, une grosse supérette, et tout ça a coulé. Hein. Mais par contre, le passage Choiseul est constellé de petits restaurants, les restaurants dans lesquels on vient déjeuner à midi en vitesse. Oui, mais ça, les restaurants marchent très bien dans les passages. Ça, tout à fait. Mais le commerce type de bouche, je veux dire, type qui vend... Ça marche. Mais est-ce qu'on peut pas aussi dire que cet intérêt pour les passages correspond à un moment où la rive droite est redevenue fashionable, comme on disait à l'époque de Balzac, justement, parce que c'est aussi avec la fin du Forum des Halles, avec la fin des travaux du Forum des Halles, il y a un moment donné où la rive droite est devenue convenable alors qu'elle était regardée de
de haut par la rive gauche qui se Oui, bien sûr. appropriait l'intelligence et le sens de l'art. Et c'est amusant parce que quand on prend l'histoire, la rive droite a toujours été importante. Oui. Toujours. C'était le business, c'était le commerce, c'était l'Élysée est quand même rive droite, Ouais. le Louvre est rive droite. Et les Tuileries étaient rive droite et les Oui. Halles ont Et été les pendant Halles, 500 ans. évidemment. Pendant 500 ans, ont été Les Halles, rive droite. oui, avant bien d'être- évidemment. d'être, Mais c'était pas le côté intello, quoi. non, mais ce sont des histoires dont on espère qu'on pourra les raconter un jour, sans doute avec votre aide, parce que vous n'êtes pas seulement un historien des passages couverts, mais vous êtes aussi un historien de Paris. Oui. J'espère d'ailleurs avoir l'occasion de vous recevoir à ce propos. En attendant, en tout cas, Patrice de Montcamp, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et en avant vers les passages couverts. Vous préparez quelque chose sur les passages de nouveau en ce moment? Non, vous avez déjà... Si, Oui. je prépare la 20e réédition de mon guide. Écoutez, Souvent copié, jamais égalé. nous vous croyons sur parole. Merci.